bonsoir, ça dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour suivre le mouvement qu'il y a en ce moment sur YouTube. On suit la vague, enfin du moins la vague qu'il y a dans mes abonnements parce que moi je la vois cette vidéo chez tout le monde et ce n'est pas du tout une critique parce que j'aime beaucoup ce genre de vidéo. On va bien sûr faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui le mettent dans cet ordre, il y a des gens qui disent Mid-Year Freakout Book Tag. Bref, le Mid-Year Tag. C'est-à-dire qu'on va revenir sur mes 6 premiers mois de lecture. J'ai adoré cette vidéo sur la chaîne de Mamaki, donc Sous le ciel, parce que elle aime trop faire des statistiques et elle fait des petits camemberts, des graphiques et tout. Enfin des graphiques. Bref, elle donne plein de chiffres, elle fait des vraies stats et tout. Et bon, j'ai pas eu le temps ni la foi de le faire parce que à l'heure où je tourne, j'ai lu 138 livres, donc ça aurait été un enfer de refaire vraiment des choses par genre, par sous-genre, par lecture, par nombre de pages, par ci, par ça. Donc voilà, je pense que je m'attarderai plus sur le côté statistique à mon bilan de fin d'année. Ça pourrait en changer un peu, mais du coup j'ai vu cette vidéo un peu partout en ce moment. J'ai eu envie de participer parce que ça me donnait l'occasion de refaire un tour d'horizon sur ce que j'ai pu lire. Et du coup il y a des livres que je me rappelais même plus avoir lu cette année, enfin pour moi je les avais lu l'année dernière alors qu'en fait je les ai lus là début d'année. Donc à l'heure où je tourne, on est le 15 juillet, j'ai lu 137 livres où j'inclus évidemment tout ce qui est roman, manga, BD, graphique, tout ça, donc voilà. J'ai un objectif du coup sur Goodreads, je m'étais mis à 200 livres, donc pour l'instant 137 c'est plutôt pas mal, sachant que effectivement il y a pas mal de mangas et tout, mais je trouve que 137 sur 200 au 15 juillet c'est plutôt cool, sachant que peut-être qu'en fin d'année j'aurai moins le temps de lire ou moins l'envie, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ce tag parce que du coup en fait je pense que plus on lit plus les choix sont difficiles, genre vous allez le voir, mais je me suis vraiment retenue pour pas mettre toutes mes lectures. Voilà, on va pas se mentir, choisir parmi mes meilleures lectures ça a été compliqué. Je tiens à dire du coup que on va parler que roman ici. J'ai pas, je voulais faire d'abord des mentions manga, graphique dans chaque catégorie, mais ça aurait été interminable. Là, je veux une vidéo courte qui va à l'essentiel. Donc, j'ai mon petit papier avec mes petites annotations. J'ai ma pile de livres ici. Donc, on va commencer. La première question, entre guillemets, c'est ma meilleure lecture de ce début d'année. Ça a été compliqué de choisir parce que j'ai eu quand même quelques coups de cœur, donc je suis assez contente déjà de ça. J'ai également fait en sorte de pas... j'ai pas voulu faire de doublon en fait. S'il y a un livre que je peux considérer comme une de mes meilleures lectures, si je l'ai mis dans une autre catégorie, voilà, je voulais pas que ce soit redondant, je voulais quand même qu'on puisse parler de plusieurs livres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour ma meilleure lecture La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo. Que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était un livre à la fois instructif et divertissant. Ici, donc Benoît Gallo, c'est le conservateur du cimetière du Père-Lachaise, donc à Paris. Et c'est lui qui écrit. Et en fait, au moment du confinement, son compte Instagram a percé parce que voilà, il mettait un peu des posts, des publications, des stories sur la vie du cimetière, donc la faune, la flore, des petits renards, des petits oiseaux, des petits ci, des petits ça. Et j'avais peur en commençant ce bouquin que ce soit vraiment un condensé en mode ça a percé donc vas-y on fait un bouquin, et en fait c'est juste une suite de posts. Pas du tout, on en apprend beaucoup sur le cimetière du Père-Lachaise, mais aussi sur l'histoire des cimetières en général. Et également, on a quelques anecdotes par-ci par-là de familles, d'êtres humains normaux, et sur la famille de Benoît Gallo, donc ce que ça fait de vivre dans un cimetière. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion très sympa autour du monde funéraire, très bon divertissement, donc voilà, je pense que c'est vraiment une des meilleures lectures. Elle m'a fait rire, elle m'a émue, j'ai trouvé ça très léger, j'ai adoré le lire. C'est un livre que soit on peut lire d'une traite, soit on peut lire petit bout par petit bout de temps en temps. Voilà, pour cette meilleure lecture de ce début d'année 2020. Ensuite vient la question de la meilleure suite de série. J'en ai pas lu tant que ça, à vrai dire. J'ai lu la suite du Pont des Tempêtes, mais c'était pas vraiment une suite. Il y a eu pas mal de... Il y a eu quelques tomes compagnons, donc je considère pas que c'est des suites directes. Mais en suite directe, j'ai évidemment mis le tome 3 de Crescent City, que j'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai adoré me plonger dedans. Alors oui, la briquette.
la bricasse. Mais si j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, vous savez que le tome 2 m'avait laissé un peu plus mitigée parce que je trouvais les personnages un peu pénibles, un peu agaçants, la romance bof. Mais dans ce tome, je trouve que c'est plutôt bien dosé et j'ai adoré la façon dont les événements se sont enchaînés. J'ai trouvé ça très dynamique, très rythmé. Sarah J. Maas a vraiment réussi à me convaincre avec ce dernier tome parce qu'a priori c'est une conclusion, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres choses dans l'univers, donc je serais curieuse de voir. Ça pour moi très bien conclu et ce que j'aime beaucoup dans l'univers de Crescent City, c'est qu'on a une intrigue principale et on en a plein d'autres autour et les destins de tous les personnages sont mêlés entre eux d'une manière que je trouve folle parce qu'il y a énormément de personnages et pourtant on sait qui est qui. Parce que des fois en fantasy, quand on vous balance une tonne de personnages tous les 4 chapitres, on est complètement perdu. Même un arbre généalogique ne suffit pas. Ici, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Chacun a son identité, son caractère. C'était très bon. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce tome 3. Donc je vous recommande Crescent City si ce n'est pas déjà lu chez vous. Sachant que le tome 1 et le tome 2 sont en poche. Donc plus malléable et peut-être plus abordable niveau prix. La sortie 2024 qui me tente le plus. C'est un livre que j'ai pas du tout vu passer sur le réseau jusqu'à hier, où Marie de Muffins and Books a fait son concept, un livre en 5 minutes, et elle en parle. C'est So This Is Ever After de F.T. Lukens, donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et en fait, quand c'est arrivé en rayon, le résumé, j'ai cru que c'était une suite et que j'avais loupé quelque chose parce que la première phrase de la 4e c'est Arek, l'élu, a enfin accompli la prophétie, mais il ne s'était pas demandé ce qui se passerait après. Et devenu roi malgré lui, blablabla, je me suis dit bah merde, j'ai loupé un truc, genre il y a un premier tome avec une prophétie ou j'en sais rien, mais il n'y a rien de l'indiqué. En fait, il s'avère que je pense que c'est un one shot. En gros, c'est une romance MM, enfin Friends to Lover gay. Et c'est classé comme romantasy, donc j'attends de voir. Mais en fait, la couverture, elle fait très. Elle me fait penser un peu au Carrie Ann de Rainbow Rowell, pardon. Et je sais pas, ça m'a trop beauté. Je suis trop hypée, donc j'espère que le soufflet ne va pas retomber quand je vais le découvrir. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé. Parce qu'en ce moment, je vais sans doute faire un update lecture spécial parce que je lis plein de romances young adultes. Donc ça peut être cool de pouvoir vous les conseiller si vous aimez les romances mais que vous voulez pas forcément la dimension smut. Donc voilà, on y reviendra. La sortie que j'attends le plus en 2024, alors je suis pas très regardante sur les sorties, j'avoue. Je suis un peu, je suis ça de loin, même si en librairie, bah, du coup j'ai des rendez-vous avec des représ et on travaille les sorties à venir. Mais il n'y a rien qui m'a marqué au point de me dire ah ouais ça j'ai trop hâte la suite et tout. En revanche, j'ai le livre ici parce que ça va revenir plus tard, mais j'ai lu The Agency for Scandal de Laura Wood et j'ai vu sur Booknode, je crois, oui, que il y a autre chose de l'auteur dans cet univers. Donc voilà, j'ose espérer que cette année, enfin il est sorti cette année, donc peut-être pas cette année, mais peut-être début 2025, cette suite ou tome compagnon, je ne sais pas, sera traduite parce que voilà, c'est un univers que j'aimerais beaucoup retrouver. Je sais pas, j'ai pas été creusée voir qui ça concernait comme histoire, mais j'avoue qu'il y a un moment, il y a un personnage qui est mentionné et si c'est autour de ce personnage, j'adorerais. Mais voilà, peut-être j'en demande trop, peut-être j'en attends trop, on verra. Mais s'il y a une suite dans cet univers, ça pourrait être très cool. Sinon, après on va aller des sorties que j'attends le plus. J'en vois pas comme ça. Le Gardien des Cités Perdues, tome 10, je crois pas que ce soit pour cette année. Donc voilà, affaire à suivre. Il vient autour de ma plus grande déception. Et là, forcément, en premier lieu, je voulais vous mettre Tu peux rentrer chez toi, donc le polar que j'ai abandonné et dont je fais un coup de gueule monumental dans mon dernier bilan lecture. Donc je vous mettrai le lien dans le i, dans la barre d'infos si vous voulez me voir crier. Non c'est faux, je crie pas, mais je suis détestable. Enfin je suis très énervée face à ce livre que je juge problématique à la fin de ma vidéo. Donc voilà, c'est un abandon, mais je le considère comme ma plus grosse déception parce que je trouvais que le pitch de base était sympa, d'avoir une femme dans la police qui est très féministe et tout, et qui va se retrouver mêlée à des affaires de violence conjugale, etc. avec des femmes battues. Enfin, je trouvais que le sujet pouvait être très poignant et ça a été une catastrophe. Sinon, ma plus grande déception, c'est bel et bien Circé de Madeleine Miller, Madeleine Zimmer, je ne sais plus. Bref, je vous mettrai la couverture parce que évidemment je ne l'ai pas gardée. J'en attendais peut-être trop, je ne sais pas.
c'est comme je l'ai dit, c'est pas du tout le côté mythologique qui m'a dérangée. Je trouve que ça c'était vraiment très bien, c'était très bien cherché. L'auteur, on voit qu'elle a fait son taf de recherche. Après, je pense qu'il faut quand même être un petit peu connaisseur de la mythologie de base, parce que sinon on peut vite être perdu vu qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont mentionnés. Ce qui m'a déçu, c'est le personnage du Cersei. J'ai trouvé que son histoire était un peu fadasse, un peu sans fond. On me promettait avec la hype un truc, une femme hyper badass, les femmes badass au centre de l'histoire et tout machin. À part chouiner sur ses amours perdus et se faire prendre pour une girouette, elle fait pas grand chose. Voilà, donc c'était ma plus grosse déception. Il y en a eu d'autres, hein, mais celle-ci était vraiment au top du top. En plus, elle a été au début de l'année, donc c'est qu'elle m'a quand même marqué. Concernant ma plus grosse surprise, j'en ai mis deux. Donc déjà, je dis des trucs, je les respecte pas parce que j'avais dit j'en mets qu'un pour varier. En fait, j'en mets plein partout. J'en ai mis deux parce qu'il y en a un, c'est un contemporain un peu adulte, et l'autre, c'est une romantécie. Donc voilà, comme j'ai un peu élargi mes horizons de lecture dans divers genres, je trouvais ça cool de mettre deux bonnes surprises dans deux styles totalement différents. Donc j'ai d'abord mis L'Aigle et la Rose de Serge Eyal, dont je vous ai parlé dans mon bilan également de juin. Livre que je pensais que je commençais avec l'impression de pouvoir peut-être abandonner, parce que ça concerne Napoléon, l'époque napoléonienne. Et Napoléon, bon, c'est pas le personnage le plus reluisant de notre histoire, et ça peut vite être chiant à lire, parce que si on veut encenser Napoléon, ou au contraire faire que le descendre. Ici, c'était plutôt un petit peu un vaudeville, comme dans le théâtre, où voilà, on avait un échange entre Napoléon et Paul Barras, donc l'homme qui s'occupe du directoire à l'époque. Parce que Napoléon revenait de sa campagne en Égypte plutôt que prévu pour régler ses comptes avec Joséphine, sa femme, parce qu'elle est une infidèle. Bac plus 12, mention très bien, hein. Et du coup voilà, on avait cet échange où on avait beaucoup de drama. Plus ça allait, plus Paul Barras annonçait, dévoilait des choses à Napoléon qui tombait des nues et qui se confondait dans le désolement et tout. Il était atterré. Et j'ai trouvé ça très drôle, très sympa à lire, vraiment. Il n'y a pas besoin d'être pointilleux sur l'histoire et l'époque napoléonienne. Donc voilà, pour ça, en adulte contemporain. Et mon autre très bonne surprise, ça a été les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Tuili. Donc c'est le premier tome des artefacts d'Oranos, donc c'est publié chez Michel Lafon, c'est une romantécie où on a 10 femmes sélectionnées pour passer 4 épreuves, et en fait celle qui remportera les 4 épreuves deviendra la Reine Soleil, donc la reine du roi. Donc c'est avec des faées et tout. Notre héroïne, elle n'en était pas une, elle était même en prison, elle a été repêchée en mode c'est un peu vas-y, on met un peu une personne de la basse hiérarchie au milieu de toutes ces femmes un peu plus normalement puissantes et caractérielles. J'ai trouvé ça très chouette parce que c'était court et je me suis dit ça se trouve ça va être archi prévisible, on va aller vite en besogne, on va passer sur tous les événements, et en fait pas du tout. Quand j'ai refermé ce bouquin, ce premier tome, j'ai trouvé que j'avais des questions qui étaient encore en suspens, mais qui je sais vont être, je pense, assouvies dans la suite, et j'ai bien aimé que voilà, tout ne soit pas dévoilé dès le début et qu'on ait encore des mystères qui attisent notre curiosité pour lire la suite. En plus, c'est une romantécie, mais dans celui-ci, on n'a quasiment pas de scène de smut. On en a avoir une ou deux, et encore, elles sont vraiment très très légères. J'ai beaucoup aimé notre personnage principal, que j'ai trouvé vraiment très déterminé, très franche, très battante face à ce qui lui arrive. Et les personnages qui gravitent autour d'elle, pareil, il y en a certains qui sont intéressants parce qu'on a également des chapitres d'un point de vue d'un autre personnage qui attise pareil ma curiosité. Donc je serai curieuse de lire la suite, qui est déjà sortie. Le tome 2 je crois est déjà sorti, et le tome 3 devrait pas tarder. Donc voilà, très bonne surprise en romantasy, moi qui suis un petit peu tatillonne là. Catégorie suivante de ce tag, c'était un nouveau auteur ou une nouvelle autrice favorite. Alors, je n'ai pas de nouvel autrice favori. J'aime beaucoup ce que fait Maxime Chatham, vu que je le découvre au fur et à mesure de l'année, mais je le connaissais déjà. Là, j'ai vraiment voulu choisir une personne que je n'avais jamais lue. En revanche, je dirais pas que c'est une de mes autrices faves maintenant, parce que je n'ai lu qu'un livre, donc je trouve que c'est relativement peu pour se faire une idée. En revanche, c'est la plume qui m'a beaucoup charmée, et dans tout ce que j'ai pu lire, je pense que c'est sa plume qui m'a le plus
convaincue, le plus touchée, c'est Charlotte McGonaghy qui a écrit Je pleure encore la beauté du monde, donc qui va réapparaître dans une autre catégorie plus tard. Mais j'ai trouvé sa plume très poétique, très poignante, parce que les sujets qui sont abordés sont pas forcément faciles. Et j'ai trouvé que ses tournures de phrases étaient très chouettes. Voilà, je ne dis pas plus, mais c'est une plume qui m'a beaucoup convaincue. Donc je lirai sans doute d'autres choses d'elle par la suite et on verra si elle peut du coup rentrer en tant qu'auteure favorite dans mes paniers. Ensuite, nouveau personnage préféré. Alors là, ça a été un peu difficile parce que moi, pour qu'un livre me plaise, il faut que je m'attache au moins à un personnage. Et c'est du coup souvent le cas. Mais là, j'ai choisi vraiment... J'aurais pu en mettre 3, mais j'en ai choisi 2. Vraiment, la meuf ne suit pas du tout les consignes. Hein. Là, vraiment, élève pas modèle. Ce sont 2 jeunes femmes qui sont respectivement dans 2 livres qui ont des portées et des messages féministes plutôt forts. Donc voilà, j'ai trouvé que les auteurs avaient vraiment bien travaillé leurs personnages. J'ai donc choisi d'abord Agathe de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, donc qui était là un récit où une jeune fille en 1898 a une appétence pour les sciences et a envie de pouvoir creuser dans ce domaine qui est de base réservé aux hommes et donc elle ne serait pas prise au sérieux. Elle se voit l'opportunité de participer à un concours de sciences épaulé par un éminent professeur. Et elle va le faire et elle va aller contre les avis et les mises en garde de ses proches et des gens lambda. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très forte comme jeune femme parce qu'elle n'a que 19 ans je crois, ouais c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé le caractère qu'on lui donnait, la portée qu'on donnait au message dans ce livre. Ce qui m'amène du coup à dire que mon deuxième personnage favori, à nouveau The Agency for Scandal, le personnage de Izzy, que j'ai trouvé vraiment super chouette. Donc pareil, ici on est en 1897, donc vraiment les 2 époques se rejoignent. Ici, Izzy se voit contrainte entre guillemets suite au décès de son père qui a laissé un peu une situation financière compliquée. Elle se doit de trouver un travail afin de subvenir aux besoins financiers et scolaires de son petit frère et à sa maman qui a des petits soucis de santé donc il faut pouvoir soigner. Et voilà, j'ai trouvé ici que encore une fois la place des femmes était vraiment très chouette parce qu'on a une organisation secrète qui s'appelle la Volière et qui a pour but d'aider d'autres femmes parce que à cette époque la justice et les hommes ne sont pas toujours impartiaux et justes. Donc voilà, c'était vraiment top. Ça aurait pu être dans mes meilleures lectures 2024, mais bon, je l'ai fait il y a 2 semaines, donc elle est encore très fraîche. C'est pour ça qu'elle m'a autant marqué, je pense. On verra si dans 6 mois j'y penserai encore autant. Mais voilà, donc je vous recommande. C'est le livre qui m'a fait pleurer. Alors, je ne pleure pas quand je lis, c'est très rare. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors je vais pleurer, mais pas parce que c'est triste ou quoi, ou... Après, j'ai pas essayé de lire des livres qui sont censés faire pleurer. Je sais que j'ai eu des larmes d'émotion quand j'ai lu les 100 dernières pages de L'Aîné, le tome 2 d'Eragon, parce que je trouvais que ces 100 dernières pages étaient puissantes. Je sais pas pourquoi, ou alors j'étais dans un mood, que sais-je. Mais bref, je ne pleure pas. C'est ça, la finalité de l'histoire. Mais du coup, j'ai mis 2 livres qui m'ont vraiment touchée, niveau émotion, niveau sujet, niveau plume. J'ai donc à nouveau mis Je pleure encore la beauté du monde parce que ici on rencontrait Inti qui est une jeune femme qui a un trouble, si je puis dire entre guillemets, de la santé qui fait qu'elle ressent les émotions des gens dès qu'il se passe quelque chose. Donc par exemple si on vous pince, elle va ressentir le pincement, etc. Donc elle ressent les douleurs peu importe les échelles, donc ça peut être très compliqué à vivre. Et elle avait une relation avec sa sœur qui elle a vécu des choses qui font qu'elle est dans un mutisme permanent. Et j'ai trouvé ça très fort parce qu'on avait une double temporalité dans le récit où on suivait Inti au présent qui est en mission pour réintroduire des loups en Écosse. Et en parallèle de ça, on comprenait ce qui avait mené à cette situation du fait de ces 2 sœurs qui vivent ensemble, dont l'une paraît un peu plus traumatisée que l'autre, mais l'autre est touchée aussi. J'ai trouvé que c'était très très puissant. C'est, attention, un livre qui aborde des trigger warnings tels que les violences conjugales ou les agressions non consenties, non désirées. Donc voilà, il faut être fort mentalement je pense pour le lire, enfin il faut être préparé du moins si ça vous touche ou non. Mais voilà, c'est un livre qui m'a vraiment, que j'ai trouvé très poignant. Ce qui m'amène
à parler du parfum des poires anciennes que j'aurais pu mettre également dans ma meilleure lecture jusqu'ici parce que vraiment je l'ai lu à peu près au moment de la vie d'un cimetière. C'était kiff, c'était trop bien. Ici on rencontrait deux jeunes femmes qu'on a l'impression que tout oppose et finalement pas tant que ça. Il y avait Sally qui était une jeune femme qui est atteinte de troubles du comportement alimentaire, qui est dans une clinique et qui s'en échappe parce qu'elle en a marre d'être un numéro à qui qu'on considère juste comme une malade et pas comme une être humaine. Et on a Lise en face d'elle qui est une femme qui vit un peu en marge de la société parce qu'elle vit toute seule dans sa ferme, elle gère ses récoltes, j'ai un autre mot mais je l'ai pas, mais bref. Et un beau jour, Lise tombait sur Sally dans un de ses champs, elle lui demandait de l'aider à désembourber son tracteur qui est coincé. Et de là, elle lui offrait l'hospitalité chez elle, sans jamais lui poser de questions sur sa situation, même si elle voyait qu'il y avait peut-être quelque chose. Et les deux tissent une amitié ensemble. L'une fait découvrir à l'autre la vie à la ferme, et Sally se découvre un intérêt pour un domaine qu'elle ne pensait pas un jour accrocher, parce que pour elle, vraiment, elle était juste une malade parmi d'autres. Et j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, on a le côté très warning des troubles alimentaires, mais c'est ce que j'avais dit dans mon update. C'est un livre qui, pour moi, si vous avez des troubles alimentaires ou autres, que ça vous a touché ou vous connaissez des gens, c'est un livre qui peut juste vous apporter du réconfort, de la chaleur, parce qu'ici vous n'allez pas être jugé, vous n'allez pas être mis en faute de la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'on n'est jamais en tort quand on a ce genre de problème. Et j'ai trouvé que c'était très poignant, très puissant, et oui, c'est un livre qui apporte que du positif. C'est vraiment doux, c'est très bien écrit. Donc voilà, pour les deux livres qui m'ont apporté beaucoup d'émotions, j'ai mis ces deux qui m'a rendue heureuse. Alors forcément, moi dès que je lis un livre et que je l'aime, il me rend heureuse, mais c'est pas le sujet. J'ai voulu pareil ne pas remettre un livre dont j'avais déjà parlé ou un livre un peu hyper connu. J'ai pris, à mon grand étonnement de moi-même, My Lady Jane, que j'aurais pu mettre aussi dans une grosse surprise parce que je commençais un petit peu sur les talons, vous voyez, genre j'y allais à reculons. Ici on rencontrait une jeune femme, Jane, qui est la cousine du roi Édouard d'Angleterre, qui est très souffrant et qui par un concours de circonstances va se retrouver reine au décès de ce dernier. Et en fait ça va pas plaire à certaines personnes, donc il va falloir qu'elle se fasse un peu têche du trône, donc elle reste en gros reine une dizaine de jours à peine. Et à côté de ça, elle se voit contrainte d'épouser un homme qui s'avère ici être un cheval dès que le jour se lève et à la nuit tombée, il redevient humain. Parce qu'on a un petit côté fantastique où on a les Eudianes d'un côté, les Authentiques de l'autre. Les Eudianes, ce sont les gens qui ont cette capacité de se transformer en animaux. Et on a les Authentiques qui, eux, sont totalement contre ça, ou c'est contre nature. Ce sont les gens normaux. C'est pas sans rappeler des petits combats qu'on connaît. Ça a été un livre qui m'a rendue heureuse parce que j'ai appris énormément de choses. Genre, je ne savais pas que les faits qui sont narrés sont appuyés, inspirés de l'histoire réelle. Jane Grey est une personnage réelle, elle a vraiment été reine si peu de temps. Edward est également le roi. Le mari qu'elle se voit contrainte d'épouser est également un personnage. Enfin, tout corrélé trop bien. En plus, j'ai appris que c'est un livre qui est très vieux et qui a été réédité. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. J'ai vraiment passé un très bon moment à le lire. Au début j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je dis, c'est grotesque, c'est trop absurde. Et au final ça a été une très très bonne lecture. Vraiment j'ai dû lui mettre 5 sur 5, pas coup de cœur, mais 5 sur 5. Et ouais, franchement je le recommande vraiment. J'ai vu qu'il y a une série qui va sortir sur Netflix ou Amazon Prime je crois. J'ai vu la bande-annonce, elle m'inspire pas du tout par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai pu voir dans les images, donc je vais pas vous dire allez la voir, mais en tout cas si vous l'avez vu, vous avez pas aimé, lisez ça. Voilà, ça c'était vraiment trop bien, donc c'est vraiment un livre qui m'a rendue heureuse ces derniers. On arrive à la dernière catégorie qui est donc le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Alors, j'ai eu du mal sans avoir du mal parce que voilà, j'aurais pu mettre les Force Wing parce que Hugo Roman a fait un plutôt beau travail dessus. Mais c'est un de Saxus qui a remporté la palme et c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Pareil, Rebecca Ross qui est une auteure que j'aurais pu mettre dans Nouvelle Autrice Fave parce que j'ai adoré la plume également et j'ai beaucoup aimé son histoire, donc voilà, ça aurait pu être aussi une alternative à l'autre catégorie.
J'ai choisi ce livre parce que vraiment je le trouve très très beau. Je trouve que De Saxus a vraiment fait les choses très bien pour celui-ci. Voilà, c'est le plus beau livre qui a rejoint ma bibliothèque. Et je l'ai mis aussi parce que, en plus d'être le plus beau livre que j'ai acheté, parce que j'ai acheté récemment d'autres sorties de Saxus que je n'ai pas encore lu. Mais là, en plus d'être un très beau livre, c'est une très belle histoire, donc ça allait de pair et ça le magnifie davantage, je dirais. Voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez de bonnes lectures vous aussi, que si vous avez fait sans faire de vidéo ou autre de post ou quoi, si vous avez fait un petit bilan de milieu d'année, si vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez lu jusqu'ici. Bien sûr, encore une fois je le dis parce que je trouve ça important de le souligner, j'ai lu 137 livres. C'est propre à chacun. Si vous en avez lu que 12, et ben vous en avez lu que 12. Si vous en avez lu 202, vous en avez lu 202. On n'est pas là. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire trop de statistiques dans cette vidéo parce que je veux pas qu'on se mette de pression. L'été arrive et tout. Les statistiques, j'en ferai, je dirais plutôt à la fin de l'année parce que vraiment, ce sera vraiment plus global et ce sera peut-être moins impressionnant aussi pour vous ou autre. Que sais-je. Mais voilà pour ça. Moi, je suis plutôt satisfaite de mon début d'année. Franchement, j'ai eu plus d'abandon, je dirais, que l'année dernière, à la même période ou même sur l'année globale. Mais voilà, j'ai réussi cette année à passer un nouveau cap, de me dire que si j'arrive pas à rentrer dans un bouquin vraiment dès le début, c'est pas grave. Il faut savoir abandonner, il y a beaucoup d'autres livres qui m'attendent. Sur ce, je vous invite à vous abonner ou à liker ou à commenter si vous avez des choses à dire sur des livres que vous auriez éventuellement déjà lus. Si vous avez envie de suivre mes lectures à l'avenir. C'était mon mid-year book freakout tag ou mid-year freakout book tag, on ne sait pas, comme vous voulez. De toute façon je pense que YouTube le répertorie de la même façon vu qu'il y a tous les mots juste ils sont pas dans le même ordre. Mais voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la prochaine, salut.